Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on accueille Stan. Salut. Salut Stan. Comment va ? Ouais, ça va pas mal. Ça va pas mal. Une année haute en couleurs pour nous, mais ravi de prendre des moments comme celui-là pour échanger et puis prendre un peu du recul sur les choses. Eh ben écoute, ravi de t'accueillir. On va pas perdre une seconde. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, Stan ? Ouais, bien sûr. J'ai 33 ans. Je suis marié. J'ai deux filles qui ont 6 mois. La dernière est née pendant le premier confinement, on s'en souviendra. Et 3 ans et demi. Du coup, j'habite à Genève et j'ai créé Explora Project il y a 2 ans, qui est une agence de voyage d'aventure durable qui est basée à Annecy. Une petite équipe d'une bonne quinzaine déjà. Et avant cette histoire-là, avant toute l'histoire d'Explora, j'ai eu presque une autre vie en finance, une vie très différente, une vie plus intense sur certains côtés, plus vide sous d'autres côtés, mais en tout cas voilà, diplômé de l'EDEC 2009 et puis après première vie dans la finance et là une expérience entrepreneuriale depuis 2 ans qui est super excitante et qui me prend évidemment, ça j'apprends rien à personne, hein, mais matin, midi et soir, qui occupe tout mon cerveau, mais honnêtement c'est une belle aventure. Trop cool. Sans spoiler la suite, du coup, le trader qui est devenu entrepreneur, quoi. Ce dont on va parler un petit peu après. Ouais, exactement. Il y a un passage de l'un à l'autre qui me dit-on inspire, ou en tout cas que les gens aiment bien entendre, surtout les gens qui sont dans la finance en fait et qui ont du mal, et ça représente quand même beaucoup de personnes dans nos générations sorties d'études supérieures quand même, parce que il y a énormément de métiers dans ce secteur-là, et pour beaucoup c'est un métier, c'est un quotidien, c'est une vie qui n'est pas complètement celle qu'ils auraient rêvé, mais qui est celle qui était complètement en ligne avec leurs études. Donc en fait, quand on finit ses études, on a vachement de mal à désaxer et à prendre des diagonales qui n'ont rien à voir avec l'enseignement académique qu'on a eu. Ça, c'est assez franco-français. On voit que les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts sur les études et prennent ça souvent comme un passage en fait pour juste se former l'esprit et être capable de bien réfléchir. Et après, ils font des choses complètement différentes. On connaît tous les hommes politiques anglo-saxons qui ont fait des études d'art, de philosophie, de peinture, enfin voilà. Et ça, c'est des choses en France, ce serait inimaginable. Nous, on est beaucoup plus ah non, si tu as fait cette formation, tu dois donc faire ce métier-là. Voilà. Tout ça pour dire que dans la finance, beaucoup s'y retrouvent suite à leurs études, parce que quand il faut décider du reste de ta vie à 21 ans, bah bon courage. Donc globalement, c'est un train qu'il est difficile de quitter. Donc je pense que ça pourrait être utile à certains qui sont dans cette voie-là et qui se retrouveront. Eh ben, on est bien d'accord. J'ai hâte qu'on attaque un peu la suite de l'interview. Est-ce qu'en attendant, tu peux, toi, nous donner ta définition, ta vision de l'échec ? C'est vraiment une question difficile, mais ma définition de l'échec, c'est probablement quand tu n'atteins pas la cible que tu as visée, et surtout que tu n'es pas particulièrement capable d'en tirer vraiment les leçons et les conséquences. Sinon, je trouve que si tu mets de la résilience dans ce premier constat de pas avoir atteint ta cible, tu peux tourner un échec pour le mieux et arriver à t'en sortir. Pour moi, l'échec réel, il est quand tu n'es pas capable de construire sur cet événement-là, de construire du positif, de tirer des leçons, de partager avec d'autres pour leur éviter de faire les mêmes erreurs. Très stylé, on valide fort. On s'arrête pas juste à la non-atteinte d'objectifs, il y a toute la partie du coup compréhension derrière, analyse, et pour pas refaire la même chose. C'est stylé ce que tu dis.
Et bah du coup, on va rentrer dans le vif, Stan. Je contextualise rapidement, après je te laisse la parole, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler d'un tournant pro, en tout cas pour toi. On en a un petit peu parlé au tout début. Donc du coup, tu étais trader, tu avais pas mal de difficultés à avoir un équilibre vie pro, vie perso, jusqu'au jour où il y a eu un ras-le-bol et t'es parti dans cette aventure entrepreneuriale. Donc je te laisse le mic pour nous expliquer tout ça. Oui, ça s'est fait par étapes en fait. La rentrée dans ce tunnel là duquel je me suis extrait à 30 ans et à la naissance de ma première fille. Mais en fait, j'y ai passé 9 ans. Donc et pour moi, c'est passé en un éclair. Je sais pas pourquoi à la base je me suis lancé là-dedans, probablement pour des mauvaises raisons. Puis ça, c'est déjà intéressant sur comment est-ce qu'un échec se construit parfois depuis très longtemps, petite brique par petite brique. En fait, on a souvent tendance à définir l'échec comme le point de rupture, le moment de rupture, le moment où tout va apparaître au grand jour. Alors que l'échec se construit parfois au quotidien, pendant des années, insidieusement. Euh, c'est l'exemple typique est celui du sportif qui peut avoir un échec à une course. Bah, le problème est pas le jour de la course. Le problème, c'est tous les jours d'entraînement où il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Donc c'est évidemment un exemple parmi d'autres, mais pour moi, en fait, le début de l'échec était probablement à démarrer de cet échec-là lorsque je me suis lancé dans le trading pour des raisons qui m'échappent encore. Et se lancer dans un premier job sans conviction autre que peut-être fait de vouloir gagner de l'argent rapidement et vite, l'idée d'aller dans un endroit ou dans un secteur et un type de boulot qui était socialement au centre des sujets avec Kerviel. Je suis rentré en trading en salle de marché en 2009, Lehman Brothers, la crise des subprimes, une crise financière absolue fin 2008 avec un rebond des marchés énorme en 2009 et donc énormément d'opportunités. Donc je suis rentré vraiment sur peut-être l'impression d'être au centre de l'œil du cyclone à la base. C'est un premier job, j'ai pas envie de m'ennuyer, il y a un endroit où c'est le feu. Bon, allons voir. Et puis probablement l'échec ensuite s'est construit mon incapacité à vraiment analyser régulièrement ce que je faisais encore dans ce boulot-là. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas avec les nouvelles générations qui sont quand même vachement grâce à des podcasts comme le tien qui en fait se posent régulièrement la question du sens des choses et du sens de ce qu'ils sont en train de faire et de la portée de leurs actes et de là où ils veulent mener leur vie et donc consacrer toute leur énergie parce que le boulot c'est quand même beaucoup d'énergie au quotidien et je crois assez peu en disant j'ai un boulot de merde mais j'ai des horaires tranquilles donc à côté de ça je vis. J'y crois pas en fait. Je crois que aujourd'hui le monde a besoin de personnes engagées, entiers et sur tous les fronts. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse détester un boulot et qui ne soit qu'alimentaire et à côté s'épanouir. Donc je crois qu'assez tôt, il faut se confronter à ce débat-là de est-ce que je fais quelque chose qui m'anime et qui a du sens. Et puis finalement, de petits événements en petits événements, je suis resté dans cette vie-là. Des événements comme je faisais beaucoup de courses à pied en parallèle du trading. J'étais trader d'abord en action à la BNP à Paris, action sur Eurostock 50, et puis ensuite en trading de matières premières agricoles, donc trader de blé, de maïs, de colza, de soja, chez Cargill, une multinationale américaine. J'avais intégré leur graduate programme donc en 2010, et en fait de petits événements en petits événements, je suis resté dedans. Je courais beaucoup à côté du trading, je faisais beaucoup de sport, je rentrais du boulot en courant. Je bossais à Saint-Germain-en-Laye, j'habitais Place Iéna, je faisais 22 kilomètres tous les soirs, je fais ça pendant 2 ans. Donc déjà ça me permettait, enfin c'est un bon témoin du gars qui est quand même un peu en train d'exploser et qui a besoin d'un ailleurs pour l'esprit et d'un dépassement de soi pour son corps permanent quoi. Et en fait, Tu parlais d'horaire, excuse-moi, pardon, tu parlais d'horaire tout à l'heure là, en disant qu'il y a des gens qui ont un job avec des horaires chill. Toi, j'imagine que c'était pas du tout le cas là quand tu dis que tu rentrais chez toi en courant, tu rentrais tard, j'imagine, non? ouais, c'est un boulot. Alors la difficulté de ce boulot-là, je parle vraiment de la salle de marché du job de trader que je faisais, qui était un peu différent pour la finance en général, hein, qui regroupe tellement de métiers. C'est difficile de faire des généralités, mais pour la finance de marché,
c'est pas un boulot qui se compte nécessairement en heures, c'est un boulot qui se compte en charge mentale, et surtout euh, c'est un monde qui ne s'arrête jamais en fait. Donc en fait, t'as beau ne pas être au boulot, c'est pas forcément les heures de présence, je veux dire, qui sont vraiment le témoin le plus marquant, mais c'est que les marchés s'arrêtent jamais, quoi. Les marchés, ils ferment. Vraiment, t'as le marché américain qui ferme le vendredi soir ou dans la nuit du vendredi au samedi pour les Européens, et le marché asiatique qui réouvre dimanche soir d'un point de vue européen. Donc, je veux dire, t'as un jour et demi, quoi. Ton week-end, il est un peu tronqué avec les fuseaux horaires et les marchés qui ouvrent de chaque côté du globe. Donc, toi, Européen, t'as 36 heures par semaine où il n'y a pas de marché. Il y a quand même des cotations, par exemple, pour les devises qui s'arrêtent jamais. Donc, en fait, c'est ton cerveau Il est jamais sur ne peut off. jamais s'arrêter. Tu as toujours des positions en l'air, enfin des positions en place. Et donc, quoi que tu fasses, que tu sois en train de dîner avec ta famille, avec ta fille, avec ta femme, en train de prendre un verre avec des copains, à chaque seconde, le marché évolue. À chaque seconde, tu perds ou tu gagnes de l'argent. Alors quand c'est pour tes économies, pour 500 euros, pour 1000 euros, pour les 2000 euros que tu as mis sur le Bitcoin, et quand ça va toujours dans le même sens et que chaque jour tu es plus riche, ça marche. Sauf que quand c'est des dizaines de millions, des centaines de millions, et que à chaque dollar que ta position bouge, tu as gagné ou tu as perdu 100 millions, et ben là, ta vie elle est un peu différente en fait. Et même si c'est pas ton argent, tu sais que en domino, si tu perds cet argent-là, tu perds ton boulot, quoi. Donc globalement, ce métier-là, il est enfin, en gros, j'ai pas été propulsé à 22 ans immédiatement comme ça s'est fait par étapes. J'ai commencé donc en France, à dans le bureau de Paris, et puis concours de circonstances, des personnes, des boss qui partent, moi où ça se passait super bien, et du coup, je passe responsable du bureau, quoi, en gros, assez vite. Et puis ensuite, enfin au bout de 3 ans. Et puis ensuite, je pars à Genève pour être responsable du trading européen de la zone IMIA, Europe, Middle East, Africa. Donc c'était vraiment une énorme équipe. Au total, ils étaient peut-être 125 traders que je pilotais sur ma fonction de trading. Après, ils avaient leur boss géographique mais en tout cas qui géraient leur congé, leur truc et tout. C'était pas des lignes de reporting direct, mais elles étaient en dotted line comme on dit, mais sur le métier trading, sur le sens des positions, etc. C'était moi qui le gérait depuis Genève. Donc ça faisait une armée, quoi, une armée de personnes, de personnalités, 17 pays avec leurs cultures différentes, avec leur manière de voir le marché différemment, avec leur implication émotionnelle dans les conflits politiques qu'on a tous vécu. On a fait la guerre de Crimée avec des Russes et des Ukrainiens dans le call chaque matin, qui s'insultaient à moitié, qui quittaient le call quand une personne avait une phrase plus haut que l'autre. Donc c'était un tourbillon de la réalité diplomatique, politique, économique du monde. C'était ultra riche en fait. Donc en fait de cette excitation là quotidienne, on ne voit plus trop la big picture parce qu'on est dans une adrénaline du quotidien. C'est un métier dans lequel qui est vraiment, j'aurais vraiment du mal à dire que c'est pas un beau métier. Tu vois, on pourrait vraiment pas me faire ça. Et puis il y a beaucoup de gens dans les interviews ou autres qui essayent de me faire dire. Donc avant vous étiez une grosse merde dans cette vie de trader et puis maintenant vous êtes un chic type. Bah en fait pas du tout, quoi. Déjà parce qu'on est jamais blanc ou noir, on est tous un peu gris. Ça dépend de la face qu'on a vraiment envie de montrer. Et je crois que dans cette vie d'avant, il y avait plein de choses qui étaient super positives pour la planète aussi. C'est juste que c'est très agressif sur l'homme, sur les personnes qui sont aux manettes de ces métiers-là. Métier dans lequel tu peux être un dieu le matin parce que t'avais raison. T'avais raison sur une annonce qui est sortie. Tu pensais que ça allait sortir dans ce sens-là. C'est ce qui s'est passé. T'avais la position en face. Tu pensais que le marché allait se casser la gueule après l'annonce des stocks, l'annonce des stocks européens ou des stocks américains. Voilà, il y a plus de stocks que prévu. Le marché baisse. Et c'est ce que t'avais prévu. Parce que t'étais short, t'avais vendu 2 millions de tonnes. Le marché baisse de 20 dollars. Ok. Super. T'as gagné 40 millions de dollars. Donc tout le monde est très content. T'es un dieu. À midi, tout le monde bouffe, prend sa pizza. Oh man, well done, you got, machin, t'es une star. Et l'après-midi, tu t'es planté sur le truc de l'après-midi. Ça va dans l'autre sens. Et tu perds 200 millions. Et du coup, l'après-midi, t'es une merde. Et en fait, cette journée-là où t'es deep shit,
You rock, you awesome, c'était toute la journée, quoi. Et ça, c'était dit, quoi, tu vois, c'était vraiment des gens, des boss qui passent et qui te regardent et qui te commentent immédiatement. On a un rapport au temps qui est différent, en fait. On juge la performance de quelqu'un parfois à la journée. On a notre PNL mensuel où chaque mois on fait état de ce qu'on a rapporté en tant que trader, donc il y a ce point d'arrêt mensuel. Mais en vrai, même pendant ce mois-là, on demande des midpoints, des weekly points, on doit faire des récaps quotidiennes. Donc en fait, le temps c'est le temps, c'est l'immédiateté, quoi. On parle souvent de ça dans les médias, euh, le recul qu'on a par rapport à l'information. Mais en fait, ça, je veux dire, la vie financière, ce tumulte-là, bah, c'est un enfant du même excès, hein. C'est tout de suite, c'est maintenant, on a oublié ce qui s'est dit hier, on traite l'info du jour, et les gens sont comme ça. Et du coup, ça donne, en fait, ça te rend, ça te met la tête dans le guidon, et intrinsèquement, il est très difficile de s'en sortir. Du coup, tu dis que t'as un rapport au temps qui est hyper compliqué, t'as une charge mentale de mutant quotidiennement où tu remets les compteurs à zéro limite plusieurs fois par jour. Et du coup, c'est quoi à un moment donné, toi, ton point de rupture là, où tu te dis j'en ai marre, même si j'ai évolué là, donc t'as dit que t'étais passé en 3 ans, je vulgarise, un chef d'équipe, mais grosse équipe du coup, donc grosse pression, tu gagnes beaucoup d'argent comme tu dis. À quel moment là tu te dis bon, ok, je gagne beaucoup d'argent, j'ai des responsabilités, mais là en fait c'est bon quoi, on arrête. Ouais, du coup je me suis retrouvé 28 ans avec ce job de trader européen à Genève. Franchement, plus gros job de trading que j'aurais jamais pu imaginer quand je suis arrivé dans cette boîte-là. Les jobs d'après, bah, c'était plus vraiment du trading, c'était des jobs de general manager de business unit, qui était tout métier, quoi. Mais dans ma spécificité du trading, dans cette boîte qui est la plus grosse boîte de trading de la planète, bah, j'avais atteint en fait le Graal, ce job-là qui était le plus fat, quoi. Et puis oui, le rapport au temps et l'injustice, en fait, elle arrive parce que tu te rends compte que les gens autour de toi, dans la manière dont ils te jugent, ils mettent plus vraiment les choses en perspective. En effet, ils ont une faculté à oublier finalement les objectifs remplis des mois ou des années précédentes, et on est toujours dans la course en avant, quoi. Ouais, tu fais bien jusqu'à aujourd'hui, mais si demain tu fais pas bien, tu vois, en gros. Donc il y a une espèce de toujours un peu de défiance, méfiance qui était un peu épuisante, en fait. Et je me suis rendu compte que je suis resté dans cette roue-là, comme une petite musaraigne, jusqu'à ce que le système pour moi soit méritocratique. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu aies les conséquences, ou tu récoltes ce que tu as vraiment semé, quoi. Mais à partir du moment où tu vois qu'il y a un biais, et ça c'est valable dans plein de métiers, en fait, quand tu vois que ton management n'est pas juste dans la manière qu'ils ont de considérer ton impact positif, ce que tu rapportes à la boîte en euros sonnants et trébuchants, ou l'impact positif que tu as pour les collègues et les salariés et les collaborateurs autour de toi, ou pour la manière dont tu fais avancer les projets, etc. À partir du moment où tu sens qu'il y a ce décalage-là, pour moi, c'est la fin d'un job, en fait. C'est le moment où soit tu changes de manager brutalement, soit tu changes de job, soit tu changes de boîte. Et parfois, et dans notre métier, qui est le trading, changer de boîte, changer de manager, changer de job n'aurait rien changé. Parce qu'en fait, c'est le secteur qui est comme ça. Et probablement, je faisais ce métier-là en plus dans la boîte qui est, je pense, la plus bienveillante probablement du secteur. Parce que c'est une boîte familiale, Cargill, aussi gigantissime soit-elle, c'est une boîte familiale portée par la famille Cargill Macmillan, qui a plus de 150 ans. Donc, il n'y avait pas d'obligation vis-à-vis des actionnaires. C'était une temporalité différente. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je faisais les objectifs et que on me disait, OK, well done. Bon, next year, et puis qu'en gros, ça faisait 1 an que tu étais en train de suer comme un âne, que ta vie était autour de ce résultat-là, que tu le fais, que tu fais même mieux que ce résultat. Et on te dit bon, ok, donc maintenant focus l'année prochaine. Le board a peur que ce soit tendu, donc et c'est reparti en fait. Et t'es reparti dans une autre histoire, un autre truc, et tu dis mais attends, c'est pas possible. C'est un jour sans fin, quoi. Et en fait,
petit effet qu'on a tous un peu vécu pendant le confinement, où ta journée se répète et tu dis mais en fait j'en sors pas. Bah moi j'ai l'impression que c'était ma vie quoi. Donc, et que ça a duré des années. Alors heureusement j'avais ma famille, ma femme, mes filles, tu vois. Enfin à l'époque ma première fille. C'était il y a 3 ans, donc ça, on est d'accord. Hein, c'était il y a Ouais, 3 ans avant que tu montes donc Explora. Et c'est là où tu as eu ton premier enfant, non, c'est ça? ouais exactement. On a eu notre fille aînée Castille qui est née en mars 2017. Et du coup, ça a été vraiment le déclic. En gros, pour la petite histoire, en fait, la clinique était en face de mon bureau. Donc c'était vraiment bizarre parce qu'en fait, ça a été un espèce de, tu vois, dans Le ma mec fait des allers-retours, quoi. bon, oui, déjà, j'ai fait des allers-retours, ce qui est quand même super merdique quand tu prends du recul sur ces moments-là. Alors pas dans la première journée, mais tu vois, rien qu'en le disant, j'ai un peu honte. Mais ouais, ouais. Faut pas. Hein. Mais en fait, c'était surtout que j'étais, tu vois, avec ma fille dans les bras, et puis je regardais pas la fenêtre de la clinique, puis je voyais mon bureau, je voyais les murs d'écran, là, tu sais, que tu vois, parce que bon, en trading, t'as toujours 1 milliard d'écrans, les araignées là au-dessus de ta tête, je me dis, d'écran, je me dis, bon, et puis, il y avait ce contact visuel-là, en fait, qui me rappelait toujours, tu vois, qui me foutait un peu une boule dans le ventre, j'avais pas envie de replonger là-dedans, j'étais dans un moment, évidemment, avec ma femme, dans un moment un peu hors du temps, et donc ce contraste-là, il a été hyper violent en fait. La vie m'a extrait de cette centrifugeuse qu'était ce métier, et pour quelques instants, pour quelques jours, mais ça a suffi à ce que je me dise, c'est la fin. Je savais pas exactement quand, mais je savais que c'était fini. Je savais que ce serait pas possible. Et après, il se trouve que après, dans les prochains mois, il y a eu tout un tas de preuves pour moi, de petites preuves qui sont venues s'accumuler au fur et à mesure des années, petite preuve de cette fin de la méritocratie, qui pour moi, j'y mettais un point d'honneur, j'y mets un point d'honneur de vie à ne faire et à n'évoluer dans des environnements qui ne sont que méritocratiques. Et c'est ce que l'on essaie d'instaurer chez Explora chaque jour. Et du coup, je me suis dit, c'est fini. Et après l'événement déclencheur, ça a été cette deuxième sortie de bocal où on est parti en vacances un peu plus de 15 jours, chose que je faisais pas trop parce qu'on prenait un métier dans lequel on prenait rarement de vacances longues. Donc c'est du coup ce qui rend la chose encore un peu plus aliénante. Et du coup, même 15 jours ou presque 3 semaines, famille, amis, copains. Et en fait, j'ai un peu ouvert, tu vois, j'ai ouvert les failles. J'ai dit, là, ça va pas trop, en fait. Ça va pas trop dans mon métier. Ah bon, toi, en trading, mais attends, mais t'as un métier, t'as un job de malade et tout. Et du coup, cette dorure là que j'avais créée ou que les gens s'étaient mis pendant des années, en fait, tu vois, commençait un peu à s'écailler et puis je disais non mais en fait, ok, c'est doré, mais dessous, c'est du bois tout pourri quoi. Et en fait, je suis pas heureux quoi, c'est tout. Donc ouais, le salaire est un salaire de malade, mais tu te rends compte ce que tu pourrais faire avec cet argent, etc. Et puis là, il y a eu quelques remarques pour mettre les choses en perspective, mais ils pouvaient pas autour de moi, ils pouvaient pas vraiment m'aiguiller tant que je leur avais pas dit le fond du problème et que j'étais triste quoi en gros et que ça me pesait et que c'était lourd et que le quotidien était pas facile et il y a quand même eu tu vois dans le point bas entre après la naissance de ma fille avant que je démissionne il y a eu 4-5 mois où il y avait des moments mais d'injustice telle que en fait tu vois de traitements qui étaient vraiment durs sur moi sur ma personne par mes N+2 ou N+3, de manière complètement gratos. En fait, j'étais juste trop jeune à ce poste-là pour eux. Ma tête leur revenait pas, quoi. Que je réussisse trop jeune, j'étais un Français, ça marchait pas. Il y avait plein de Et choses. tu faisais quoi, du coup, pour surmonter cette période, du coup, de creux, là, dont tu parles, qui était super dure? Comment tu faisais Bah, pour vivre tous les jours, quoi? Tu te réfugiais dans le sport, avec la famille, tu ouais, faisais quoi? franchement, j'ai pas de leçon à donner, je faisais mal, quoi. J'ai vraiment eu du mal. Ça a été une période pour moi que j'ai pas particulièrement vu venir. Et en fait, la naissance de ma fille, en gros, je crois, m'a ouvert aux émotions, tu vois. Avant, j'étais une machine, quoi. J'étais vraiment une machine. Donc, j'avais un cuir tellement dur, j'en avais rien à foutre de ce qu'on pouvait me dire, tu vois. J'étais un bulldozer, quoi. Je garde ce gène-là de bulldozer, de tracteur ou comme on veut, mais de moteur autour de moi aujourd'hui. Mais avec ça, c'est un des apprentissages, tu vois, avec la nécessité d'être connecté quand même à tes émotions, quoi, à ce que tu vis. C'est-à-dire que t'as le droit d'être un bourrin, mais par contre, il faut que tu saches que ça crée en toi, quoi, ce que ça génère. Sinon, t'es vraiment que dans l'action et t'as pas de
d'apprentissage de la situation. Donc grosso modo, j'étais un gros bourrin avant, et puis je crois que la naissance de ma fille m'a ouvert un peu aux émotions, au monde, m'a un peu reconnecté. Et puis du coup, je me suis accepté avec mes difficultés à surmonter la situation. J'ai osé me dire que cette situation me plaisait pas, et qu'il s'agissait pas de leur mettre des pains dans la tronche en retour, d'être dur, de montrer que ça ne m'affectait pas, d'être continuer à être bourrin comme ça. En fait, il fallait juste que j'assume le fait que ça me rendait triste, et qu'il fallait que j'arrête, en fait, parce que c'était en train de me bouffer. Ça me prenait une énergie folle. En fait, c'est que ça me prenait une énergie, et l'énergie, on a beau dire ce qu'on veut, pour un seul homme ou une seule femme, elle est à un temps donné, elle est finie, quoi. Donc il faut de quelque chose de fini, il faut la répartir, et puis la répartir au mieux dans ta vie, quoi. Et je pense que globalement, au moment où ma famille en avait le plus besoin, mon énergie était encore répartie sur mon boulot, et du coup, j'étais pas assez connecté à ce qu'on était en train de vivre dans ces premiers mois de naissance. Donc clairement, ça a été le moment où conjointement avec ma femme, on s'est dit là, il faut changer, il faut arrêter, quoi. Oui, ok, tu vois, en gros, j'ai une maxime que j'ai souvent en tête, c'est dans la vie, il faut choisir. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux. Et en fait, le fait de vouloir avoir raison, en fait, c'est épuisant, tu vois. Il y a des sujets sur lesquels il faut, en fait, et donc ça rend triste parce que c'est dur. Je pense au sujet environnemental. Des gars comme Yankovici, ils veulent avoir raison, ils pensent qu'ils ont raison. C'est des professeurs au mines Paris Tech, machin, qui fait des discours et partout autour de l'urgence climatique. Il prend que des portes dans la tronche, mais il se bagarre. C'est le chemin de croix de sa vie. Et en fait, ces histoires-là, il y en a plein. Et là, je me suis dit, mais est-ce que tu veux leur montrer que t'as raison, que tu fais de l'argent, que t'as le cuir plus dur que ce qu'ils disent ne t'affecte pas, que t'as la bonne méthode parce que les mecs dans ton équipe en Europe, ils trouvent que t'es inspirant, que ça se passe bien, machin, que tu fais grandir les mecs et tout. Est-ce que tu veux leur montrer ça, ou est-ce que tu veux juste être heureux, faire ta vie, et du coup, bah, tu vas pas sur ce combat-là, quoi. Tu vois, choisis ta fight, quoi. Va autre part, va mettre ton énergie positive ailleurs. Parce que dans cette vie-là, il y a trop de déperdition, tu vois, d'énergie positive. Donc, c'est là où je me suis dit, il faut quitter le navire, quoi. Donc ça y est, tu quittes le navire et là tu remontes la pente et tu choisis du coup de partir et de monter ton projet du coup. Ouais, là où globalement je suis assez content d'avoir pu réagir aussi vite, même si c'est moi. Il y a eu peut-être 5 mois. Ma fille est née en mars, et le 10 mars, et j'ai démissionné le 24 août au retour de vacances. Et il y a que donc quelques mois, et pour moi ça a été une période qui a été quand même trop longue, mais je suis pas allé au bout du bout d'un burn-out qui vire sur une dépression où tu ne te remets pas. Donc immédiatement, quand tu vois, j'ai désamorcé le truc avant, et je pense que si je faisais rien, un an après, j'étais dedans, hein. Je suis pas, j'étais en plein dedans, quoi. Ça c'est sûr. Euh, et moi qui suis toujours plein d'énergie, ça c'est des signaux, tu vois, que tu peux avoir, que tu peux noter, que chacun peut noter pour soi-même en analyse. Il y a deux choses. Normalement, j'ai une énergie un peu débordante. Je pense à la limite de l'hyperactivité. Et là, parfois, je me retrouvais sans motivation pour les choses, tu vois, avec la difficulté avec la difficulté à avoir une envie de les faire. Donc là, c'était un premier signal un peu étonnant. Et puis, deuxième élément, bah, c'est tes copains, tu vois, c'est tes potes, ta famille autour de toi qui commençaient. Alors, ta famille, comme ils sont au quotidien, ta famille proche, au quotidien avec toi, peut-être moins évident pour eux. Des amis qui te voient, tu vois, un peu moins fréquemment. Tu vois, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois. Et ils te disent, attends, mec, ou tous les 6 mois, ou tous les ans. Là, ils disent, attends, mec, franchement, t'as grave changé, quoi. Et ça, c'est pas des petites alertes, en fait. Les amis qui sont proches de toi et qui te connaissent, et ça, je crois qu'il faut être vachement alerte à ça. Et donc, tout ça, ouais, a fait que je pars, je rentre de vacances, et en fait, le déclic et le cliquet, c'est tout de suite enclenché. C'est-à-dire au moment où j'avais annoncé ça, j'ai eu une libération où j'ai senti que j'étais, tu vois, comme un espèce de Dragon Ball Z là qui reprend toute sa puissance en serrant les poings contre lui. Là, j'ai l'impression que j'étais en train de prendre une puissance pour le reste de ma vie, une puissance infinie, quoi. Ça a été une plénitude. Je me suis dit là, tu viens de faire quelque chose enfin, tout, toute la suite, tous les projections que je pouvais faire de l'avenir étaient étaient en joie, quoi, étaient en puissance, en acte, en possibilité, et pas en difficulté,
Tu vois, j'étais vraiment dans une dynamique ultra positive. Ça m'a énergisé de fou, quoi. Et en fait, T'as retrouvé ta liberté, quoi. ouais, ma liberté en fait de vivre exactement selon mes valeurs en fait, et sans transiger sur ce qui était sur ce qui faisait mes valeurs de vie, ça c'est sûr. Et puis le deuxième acte qui était un peu plus diffus, c'est entre le moment où j'étais encore en poste et le moment au moment où j'avais démissionné et le moment où je suis vraiment physiquement parti de l'entreprise. Il s'est passé une période ultra longue parce que pour plein de raisons, il voulait pas que je parte, parce qu'il voulait que je reste à ce poste, parce qu'en fait ça se passait bien et qu'en fait j'étais un super mec et tout. Alors là, du coup, le discours a un peu changé et parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu aussi probablement pour eux. Et du coup, là, je me suis dit bon, là, c'est vraiment déjà c'est minable ce changement de De discours, comportement. euh, mais et c'est financier et intéressé, enfin je le savais. Et du coup, néanmoins, j'ai voulu que ça se passe bien et j'ai pas lutté pour pas que ça se fasse dans la douleur. Et donc je suis un peu resté le temps de faire une transition de trucs et quelqu'un qui allait me remplacer, etc. J'ai vraiment fait les choses super bien. Je me suis dit ne regrette pas cette phase parce que jamais plus tu feras ce métier. Et donc c'est la fin d'une petite tranche de 10 ans de vie. Écoutez pas à 2 mois près, fais le propre quoi. Pour continuer avec tes valeurs d'honnêteté, de loyauté, d'honneur, fais propre, part nickel quoi. Donc j'ai mis du temps du coup pour que ça se passe bien, et je suis parti en mars en mars, donc tu vois j'ai eu 9-8 mois, j'étais encore dans cette boîte et pendant ces 8 mois le nombre de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit oh là 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 là, j'adorerais être toi. Je suis là, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mec, j'en peux plus, je suis au bout et tout. Et j'étais là, ah bon? Mais toi là, le trader superstar, qui a peur de rien, qui dit que si on a peur, on régresse dans la vie. Là, t'es en train de me dire, en fait, que ça va pas, que t'as peur, que machin. Enfin, c'était rigolo. Les masques sont tombés et c'était autour de C'est moi. ça, tout le monde vit avec des masques et avec des grosses carapaces au quotidien, en fait. Tout le monde donne cette impression, tu disais tout à l'heure, d'être un bulldozer parce qu'il faut être comme ça pour performer. Mais au final, tout le monde est humain, a un cœur derrière et a aussi ses limites avec la charge mentale dont tu parlais aussi, quoi. Ouais, exactement. Tu sais, ces masques-là, ils sont plus ou moins imposés on se dit quand on est jeune dans un boulot qui sont imposés par les secteurs, qui sont imposés par la manière d'être, par le personnage que tu représentes à l'extérieur et en interne auprès des autres traders, etc. C'est vraiment une cour de récré, pour être poli, un concours géant de bits, pour pas être poli. Du coup, il faut être sans faille. Et globalement, si c'est un monde dans lequel on nous demande d'être blanc ou noir, hein. Tu sais, c'est un monde dans lequel sur ton Pas clavier, d'état d'âme, t'as quoi. 2 boutons, hein. T'as acheter ou vendre, hein. T'as pas rien faire et aller j'en sais rien, me dorer la pilule, où les marchés ils bougent tout le temps. Donc en fait, chaque mouvement de marché que tu n'as pas saisi est potentiellement une miss opportunity, comme on dit, quoi. Donc tu vois, quand on te demande toujours d'être blanc ou noir, bah ça radicalise les positions en fait. T'es plutôt pour vendre, mais de là à te fighter avec un mec qui veut acheter, bah non, j'ai une petite conviction, mais oui, mais le mec il te rentre dedans devant tout le monde, donc tu vas dire attends, calmaté, en fait il y a quand même ça, et puis tu finis par être dans le game, et en fait tu dis putain on va vendre, t'entends mon frère, et du coup tu deviens fou, alors qu'au début t'avais une petite conviction, mais là on te demande de jouer quelqu'un qui en a une grosse, et du coup après tu dis ok bah on va vendre, t'arrives à ton desk on te dit, et tu dis bon bah on va vendre alors, mais j'avais moyen envie de vendre en fait. Mais je vais quand même vendre fort parce que je me suis tellement énervé que faut pas que je perde la face en fait, et ainsi de suite. Et là après tu dois justifier pourquoi t'as pas fait quelque chose auquel tu ne pensais pas en fait, et tout ça là je radicalise un peu, mais c'est quand même une réalité en fait. Quand tu fais rien, c'est que t'as pas de conviction, et qu'on te dit souvent mec t'as pas de conviction, rentre chez toi. Ça veut souvent dire, ça c'est une blague de trader, c'est genre mec ici t'as une couleur, t'as pas de couleur, t'es personne. Du coup, ça te force à avoir une position. Et ça, c'est très mauvais, en fait, parce que ça occulte complètement le temps de la réflexion, qui est nécessaire, le temps de la prise de recul, la capacité à changer de décision, parfois. Parce que, parfois, il y a des nouveaux éléments qui te font changer de décision. Mais là, ça veut dire,
oh mec, il est jamais en ligne avec ses positions. Le matin, il veut acheter, l'après-midi, il veut vendre et tout. Tu vois. Et en fait, tu te retrouves à la fois pris dans quelque chose qui est censé être très précis et qui parfois, par guerre d'ego, de posture, de sauver la face, d'être cohérent vis-à-vis de ce que tu as annoncé, tu te retrouves à tenir des positions qui parfois sont pas complètement les tiennes. Euh, et donc, Et bref. tu dirais quoi, du coup, toi, à ton toi, là, à l'époque, au jeune Stan, ou en tout cas au Stan qui était plutôt dans le creux de la vague au moment où ça allait pas? En fait, c'est plutôt l'origine de l'échec pour moi qui est vraiment la plus importante et sur laquelle, comme c'est la phase qui est la moins aiguë, c'est la phase sur laquelle il est plus facile d'agir. Pendant la phase Au tout aiguë, début, quand tu fais ton choix, ouais. c'est quand t'es jeune. Et puis quand tu le questionnes, tu vois, moi j'ai démissionné 3 fois de Carrier. Les 2 premières fois, madame a été refusée par mon boss à Paris et qui m'a dit non non, tiens, t'es boss de ton boss. Allez hop, t'as gagné une promotion, t'es boss de ton boss. C'est pour ça que j'ai pu grandir aussi vite dans la boîte, c'est que j'étais vraiment prêt à me barrer plusieurs fois et que j'avais posé des dèmes sèches pour de vrai, quoi. Et, euh, et du coup, je suis resté dans la voilà, j'ai pas réussi à m'extraire de la chose et puis après il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu et puis tu vois quand t'as 24 ans et puis on te met des sommes dans la tête, tu comprends plus quoi. Donc finalement tu restes, tu te dis bon allez un an de plus, un an de plus, un an de plus. Sauf que c'est des années de vie entre 20 et 35, des années de vie de créativité, de construction qui sont folles et que tu n'auras jamais plus dans ta vie en fait. Parce qu'après tu auras peut-être des enfants, tu auras d'autres contraintes, tu seras peut-être moins en forme physiquement, tu auras peut-être un peu plus peur du lendemain, tu as un rapport à la filiation qui te fait parfois avoir un peu plus peur du lendemain que quand t'as pas d'enfant par exemple. Donc du coup, ça te biaise dans tes choix une fois que t'as passé cet âge-là. Et donc je le regrette parce que c'est des années dans lesquelles j'aurais probablement pu me mettre au service des autres et de la planète et de projets à impact beaucoup plus tôt. Donc bref, mon conseil ça aurait été d'avoir peut-être d'être allé chercher plus de conseils, d'avoir écouté plus de podcasts sur le sujet, d'avoir d'être allé me connecter aux gens autour de moi et de mes réseaux qui pouvaient avoir les mêmes difficultés et puis ouais assumer mes choix. Je pense que j'aurais dû partir plus tôt de cette vie-là. Mais après quand t'es dans la phase aiguë franchement c'est difficile quoi. Il faut à situation difficile ou à situation dure et radicale, décision radicale. Donc là, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Il n'y a pas de, je vais peut-être dire à mon boss que j'apprécie pas la manière dont il me considère. Quand c'est un truc de plusieurs années, tu pars, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est ce qui est le plus rapide et efficace. Et c'est aussi la meilleure manière de te protéger. Euh, Parce que finalement, quand tu pars, moi, je suis pas parti en disant les mecs, le système est plus méritocratique, ça me correspond moins. Euh, j'ai dit, bon, j'ai fait un cycle de vie, c'était vraiment chouette. Là, j'ai envie d'avoir de nouvelles aventures. Peut-être que je reviendrai. J'ai un projet de boîte en tête que j'ai depuis longtemps. Ce qui était plutôt vrai, hein, mais tu vois, le but est pas d'insister aussi sur le négatif et de donner des leçons à tout le monde en partant, quoi. Tu vois, on n'est pas des cobayes, quoi. On tire pas dans le saloon avant de se barrer, quoi. Tu vois, tu finis propre avec tout le monde, tu sais pas de quoi la vie sera faite, et puis de cette ouverture et de cette gentillesse là, bah les gens te livrent des choses en retour qui sont constructives et tout, qui sont hyper importantes. Donc, écoute, du réseau, plus se connecter, plus être allé connecter à ses émotions, en fait, connecter à ce que j'étais en train de vivre. Et le grand défaut de tout ça, je pense la grande prêtresse de l'inaction ou le grand prêtre de l'inaction générale de génération entière, c'est le regard des autres en fait, et qui est décuplé par les réseaux sociaux. C'est une plaie quoi, absolue en fait, absolue. Ça nous pousse encore dans une radicalité de la position, dans un excès de ce qu'on doit montrer, qui retrouve d'ailleurs des choses assez proches de cet univers du trading. Hein. Tu peux pas être à moitié quoi. En gros, si tu n'as rien à dire, tu n'existes pas. En fait. C'est le principe des réseaux sociaux d'ailleurs. Les algorithmes nous mettent en avant, plus on poste, plus on en a. Ou à un travail régulier. Donc tu dois toujours avoir quelque chose à dire. Donc tu trouves quelque chose à dire. Et c'est exactement pareil que quand on te dit et alors toi sur cette position tu veux acheter ou tu veux vendre, bah j'ai pas encore assez de conviction parce que j'ai pas lu assez d'éléments pertinents, donc à ce stade je ferai rien. Non, ça c'est ce que un homme sensé dirait. Un homme insensé, il calcule vite, il voit les prises de position dans la salle, il dit I'd rather buy. Et là t'es là putain ça y est j'ai choisi un camp quoi. Et après ça veut dire que je vais devoir l'assumer jusqu'au bout. Et en fait mes réseaux sociaux
en un mot, c'est un peu ça, cette espèce de nécessité de la présence, de nécessité de dire, nécessité d'avoir une position tout le temps. Parfois, il y en a juste envie de leur dire, mais tu sais, mais ferme ta gueule. En fait, t'as rien à dire, donc arrête. En fait, ne dis rien. Peut-être il faut, et ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais en trading. Mec, mais ferme ta gueule. Tu dis, enfin, ou avoir le courage de dire pourquoi est-ce qu'il faut avoir une position obligatoirement. Aujourd'hui, j'ai rien à dire et je trouve que prendre des positions avec le peu d'éléments qu'on a me semble excessif. Donc peut-être qu'on ne va pas gagner, mais je pense qu'on sera certain de ne pas perdre si on prend pas de position. Et globalement, ça c'est voilà, c'est la plaie quoi. Alors je dis ça, mais tu vois, moi aussi je suis un peu sur les réseaux, mais se poser la On l'est tous, c'est normal. de qu'est-ce que je vais apporter aux gens avec ce poste. En quoi je vais rendre la vie des autres meilleure. Si c'est pas le cas, passe du temps avec ta famille et lâche ton portable. Ouais, eh ben on peut être que d'accord avec ce que tu dis. En tout cas, merci pour cette interview, Stan. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être un peu dans les coulisses, j'ai envie de dire, des marchés, du trading, etc. C'est des choses qui paraissent, à mon avis, assez lointaines pour tout le monde, à part des trucs que tu peux voir dans des films, Loup de Wall Street et autres. Là, tu nous offres un peu la réalité, l'envers du décor, et donc du coup, merci beaucoup pour ça. Bah écoute, on va pas déroger à la règle, hein. On va enchaîner sur le reste du temps là pour les fameuses questions pour la mention. Question pour la mention. Première question, Stan, c'est quoi pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Le courage, l'engagement et l'honnêteté, sans hésitation. Belle, courage, engagement, honnêteté, c'est validé. Prochaine question, Stan. Est-ce que justement, tu parlais pas mal de podcasts tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un podcast ou un livre ou un film, quelque chose qui t'a marqué, que tu aimerais partager ? Ouais, j'aime pas mal un podcast qui s'appelle Pourquoi pas moi, qui aussi. Très cool, Charlotte. Ouais, exactement. Et qui avec Charlotte et du coup qui donne en fait un petit peu comme tu le fais. Hein. Je me suis pas permis de te citer pour pas faire le faillot, mais j'aime bien cette dynamique-là en fait parce que ça c'est des podcasts qui aident les gens quand ils en ont vraiment besoin en fait à des moments où moi j'aurais aimé me connecter à des histoires un peu comme celle-là il y a quelques années et ça je crois que ça a vraiment une vertu en fait. C'est pas de l'entertainment en fait. C'est pour moi c'est vraiment du coaching, de la motivation, presque un accompagnement psy sous certains aspects. Et je crois que c'est hyper important en fait. Ça désacralise ces sujets-là en même temps que notre génération, elle va pas voir des psys ou elle ose pas encore. C'est un énorme tabou. Du coup, c'est des manières indirectes et plus soft au début de commencer vraiment à se poser des questions de ce qui te rend heureux dans la vie et commencer à chercher des modèles, des actions et des questionnements. Donc ça a une vertu énorme, je crois vraiment. Ouais, très bon. Ouais, pourquoi pas moi, très cool ce que fait Charlotte. Et puis elle va même un peu plus loin que son podcast. Il y a tout un aspect coaching en plus derrière et tout pour aider les gens justement à apprendre à faire des choix et à changer de vie s'ils le veulent. Donc cool, super bon choix. Et enfin, dernière question, Stan, c'est quoi le prochain objectif que tu t'es fixé ? C'est une bonne question. Alors, bien sûr, beaucoup professionnellement avec Explora qui tourne super bien. Donc évidemment là, on est déjà 15. L'idée est de faire progresser et permettre encore plus de démocratiser l'accès à l'expérience outdoor et à l'aventure à tout un chacun. Donc ça, on a beaucoup de travail. Donc là, franchement, un objectif, ce serait probablement de devenir la référence en Europe du voyage d'aventure et donc essayer d'aller chercher après d'autres marchés que le marché francophone parce qu'on voit que ce qui marche en France et ce qu'on propose à une communauté qui est passée à quasiment 100 000 membres depuis mars, c'est une folie absolue. Et on a des petits potes européens autour de nous qui auraient aussi envie de vivre l'aventure en Europe, bien sûr, pour des raisons responsables, donc en Europe pour des Européens. Donc voilà, ça c'est un peu le prochain cap pour les prochaines années. Et puis à titre perso, un objectif qui a l'air comme ça sur le papier moins ambitieux, mais qui probablement l'est beaucoup plus, c'est de continuer à être heureux, tu vois, avec ma famille, ma femme, mes 2 filles, et du coup l'objectif de faire tourner la chose, d'avoir du temps pour chacun, de profiter les uns des autres, etc., qui est quelque chose qui paraît simple, mais qui est éminemment difficile quand
côté tu montes ta boîte, t'as plein d'autres enjeux quand t'as la trentaine et que la vie va vite, et donc il faut consacrer du temps et beaucoup de temps et du temps privilégié à ça aussi. Donc ouais, ça c'est probablement aussi un vrai objectif de vie. Eh ben écoute, trop cool. C'est encore une fois tout ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Et le petit rituel de fin, Stan, est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on s'est dit là depuis, on l'a fait presque 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, mine de rien, en une phrase? L'échec n'a rien à voir avec le moment de l'échec. Il se construit insidieusement pendant des mois, des semaines, des mois, des années parfois. Donc ça veut dire que c'est tous les jours qu'il faut être à l'écoute de ses envies, être certain que tout ce qu'on fait au quotidien et dans sa vie pro et perso est en ligne avec ses valeurs fondamentales. Et ça, c'est la meilleure manière d'éviter les échecs, ou, si échec il y a eu, d'en tirer des conséquences pour rebondir. C'est beau, on valide fort, trop cool. Merci Enzo. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ça, Stan. C'était hyper intéressant, tout ce que tu as pu dire. J'espère que ça en inspirera, enfin c'est sûr que ça va en inspirer, mais que ça en aidera certains. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans la finance qui écoutent Phoenix. Si c'est pas le cas, ils vont maintenant écouter grâce à toi. Et écoute, je te souhaite encore une fois tout le meilleur pour la suite, bien évidemment. Pareillement Enzo, prends soin de toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Super, avec grand plaisir. Ciao Stan. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.